Donc, est-ce que Aliénor, tu es avec nous? J'ai pas Oui, pu. je suis là. Bonjour Aliénor. Alors, Bonjour, je te mets la présentation. Voilà. merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être parmi vous et merci d'être aussi nombreux. Merci Jean-Alexis d'animer ce webinaire. Je suis Aline Laurent, je représente la structure donc EBEST. Donc EBEST, qu'est-ce que c'est? C'est une structure régionale qui a pour but qui a deux objectifs principaux. Le premier, c'est animer et aider à fédérer le réseau de l'inclusion numérique du Grand Est, de tous les territoires, de tout ce grand écosystème. J'ai vu dans le chat qu'il y avait plusieurs bénévoles parmi vous. Il y a aussi des conseils numériques, par exemple, des médiateurs numériques. Et je me réjouis de voir qu'il y a beaucoup de diversité parmi vous. Donc l'objectif, c'est de pouvoir justement créer un vrai réseau entre toutes les personnes qui accompagnent les personnes en situation de précarité numérique, en situation de fracture numérique, mais aussi les personnes ou les structures qui dématérialisent. On pense par exemple à la CAF, par exemple aux opérateurs publics privés, aussi aux collectivités territoriales. Le deuxième volet d'action, c'est la montée en compétences et la montée, l'accompagnement des structures et des collectivités à porter des stratégies sur l'inclusion numérique, puisque vous savez qu'en Grand Est, il y a 800 000 personnes qui souffrent d'exclusion numérique. Et donc, notre objectif commun, c'est de pouvoir évidemment réduire cette fracture-là. Et pour pouvoir la réduire, il faut qu'on soit coordonné, qu'on ait une stratégie. Donc, c'est tout notre rôle. Et donc voilà, nous travaillons avec WeTaker qui fait partie du hub pour notamment organiser ces webinaires-là qui ont pour vocation de vous monter en compétences sur des sujets bien précis. Et je remercie aussi notre intervenant du jour de pouvoir partager son expérience. Voilà, bah, je suis à votre disposition, je vais vous quitter et puis je vous laisse entre de bonnes mains. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aliénor. Et donc, effectivement, tu as parlé de l'intervenant. Donc, Arthur, si tu veux te présenter juste en un mot, et puis après, on aura l'occasion d'avoir plus de temps d'échange avec toi par la suite. Bonjour, merci Jean-Alexis. Moi, je m'appelle Arthur Vexlar, je suis conseiller numérique à la communauté de communes de Mirecourt-Dompère dans les Vosges. Euh, et Et, et bah, c'est super. On se retrouve tout voilà, à l'heure pour les voilà, questions spécifiques et ton retour d'expérience. c'est ça. Voilà, donc moi je suis Jean Lexica, consultant chez WeTechCare. Et donc là, je pense que les micros, c'est bon, je l'ai assez dit. Euh, L'objectif de ce webinaire, donc de ce temps d'échange ensemble, c'est de se partager collectivement des bonnes pratiques pour accompagner les publics sur les compétences de base du numérique et donc se partager des bonnes pratiques sur quelle posture adopter en tant qu'aidant numérique. Et donc, ce sera un webinaire totalement interactif. Je vous partagerai quand même aussi des ressources utiles qui peuvent vous aider, vous outiller en tant qu'aidant, conseiller numérique pour accompagner vos publics sur les compétences de base du numérique. Et puis, donc Arthur, qui s'est présenté, vous fera un retour d'expérience sur ce sujet-là. Voilà, donc on va être ensemble jusqu'à midi. D'abord, je vais vous partager des éléments et vous verrez que c'est interactif sur la posture de l'aidant. Ensuite, quelques ressources clés pour l'accompagnement des publics et puis le partage d'expérience. Donc ça, c'est pour un peu le timing. Et donc, sans transition, je vous invite je vous ai dit que ça serait interactif, je vous ai pas menti. Je vous invite à aller sur le WooClap. Donc, vous tapez WooClap sur Internet, ou sinon, je vais vous envoyer le lien et ensuite le code d'accès au WooClap, donc WOOCALP. Le code d'accès, c'est HubPost, donc HUBPOST. Et je vous envoie ça dans le chat. Voilà, vous pouvez copier-coller ce lien. Normalement, ça fonctionne. Je vais mettre un lien soit vous copiez-collez ce lien, soit vous allez directement à cette page dont je vous ai envoyé le lien dans le chat. Hop. Et donc, normalement, moi, de mon côté, voilà. Vous pouvez aussi flasher le QR code qui apparaît à l'écran. Et donc, hop, je vais lancer la première question si vous êtes bien connecté.
Et la première question, c'est pas celle-là. Hop. Alors, excusez-moi, une seconde. Voilà. Tac. La première question, voilà. Donc, à votre avis, quels sont les freins qui peuvent expliquer qu'une personne n'utilise pas ou peu le numérique? Donc, question qui est synthétisée là sur le WooClap par, à votre avis, quels freins peuvent limiter l'usage du numérique? Je vous partage l'écran en même temps, comme ça vous voyez les réponses. Donc, la peur de faire une bêtise, la peur de l'inconnu, les freins financiers. Je mets en nuage un peu de mots, c'est un peu plus joli. Le manque de matériel, la peur des nouvelles technologies, donc on voit que le mot peur revient souvent. L'illettrisme, le manque de connaissances, on est en grille. Donc c'est super, effectivement, vous avez identifié plein de freins. Le rejet de l'outil, donc beaucoup de choses qui sont soit autour de l'accès directement à l'outil par manque de moyens ou par difficulté diverses, ou alors des peurs, des freins plus psychologiques de l'ordre de peur de faire mal, de faire des bêtises, des erreurs, un sentiment d'illégitimité, la complexité supposée du numérique, donc peur aussi d'un plus largement, je vais couper les plus largement, donc peur de. Ok. Super, bah effectivement, beaucoup de freins qui sont identifiés. Nous, on les a synthétisés donc, sous cette forme-là. Donc, comme je vous le disais, des freins qui sont plus autour directement de l'accès, en fait, soit parce qu'on on n'est pas équipé, on n'a pas l'outil adapté par manque de moyens, soit on est dans un endroit où il y a des difficultés de connexion. Ça peut être aussi donc des freins liés enfin, à la psychologie, avec la peur de se tromper, notamment pour la réalisation des démarches administratives. Ça peut être aussi un manque d'intérêt, un manque de motivation. Je vois pas l'intérêt de me motiver sur cet outil, ça ne m'intéresse pas, je ne vois pas les gains que ça va m'apporter. Ça peut être un manque de connaissances, en fait, soit de connaissances de comment utiliser l'outil, donc une compétence numérique de base, en fait, utilisation de l'équipement, un manque de maîtrise de la langue française à l'écrit, vous l'avez aussi cité, l'illettrisme, la barrière de la langue qui freine en fait les usages sur les sites qui sont pas multilingues. Et puis un manque de connaissance aussi de ce qu'on peut faire et des démarches disponibles sur les différents canaux, dont le numérique. Alors quelqu'un dit que le volume est très bas. Est-ce que vous m'entendez bien, Arthur? Si tu veux me répondre, comme je vois que toi, tu as ton micro coupé, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, oui, enfin, de mon côté, pas de souci. Super. Peut-être un petit réglage à faire sur la machine de l'utilisateur. Merci beaucoup. Alors, que diriez-vous à une personne que vous aidez pour la motiver à découvrir et ou progresser sur le numérique? Donc là, je me remets sur le WooClap. Hop. Tac, j'affiche la question. Donc, que diriez-vous à une personne que vous accompagnez pour la motiver à découvrir et ou progresser? Donc là, vous pouvez retourner sur WooClap et je partage vos réponses. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Donc effectivement, si la personne vous dit que c'est à cause de son âge. Alors, on me demande jamais à quelqu'un de savoir faire du vélo en 2 minutes. C'est normal de prendre le temps, de se tromper. Tout à fait, il faut prendre le temps de progresser. C'est pas du jour au lendemain. L'utilité, liberté. Vous allez pointer en fait les avantages que la personne va pouvoir. D'accord, c'est intéressant. Donc il y a beaucoup de réponses, hein, donc j'essaye de les sélectionner à la volée. Il y en avait un qui était autour des centres d'intérêt, lui demander ses centres d'intérêt pour trouver un lien avec le numérique. Effectivement, partir des besoins, des envies de la personne.
Euh, Éviter d'être dépendant de ses enfants ou de proches, que ça va faciliter le quotidien. Moins de déplacements aussi, qu'il n'y a pas de jugement. Donc effectivement, beaucoup de très très bonnes, de très très bons leviers en fait de motivation. Donc, tout à fait. Effectivement, effectivement, donc vous avez identifié beaucoup de moyens de motiver en fait les publics à se former sur le numérique. Vous pouvez effectivement, vous l'avez dit, montrer toutes les opportunités que le numérique peut apporter, que ce soit sur les différentes thématiques qui sont toutes liées au quotidien des personnes, donc pour l'insertion professionnelle par exemple, pour gérer ses finances, pour des problématiques de mobilité, pour gérer son logement, pour suivre ses enfants, la parentalité à l'école, pour suivre sa santé. On parle beaucoup de la e-santé, pour conserver ou profiter d'un lien social, et puis pour tout simplement accéder aux services utiles pour les loisirs. Et donc là, vous avez identifié différents leviers, mais nous, on a quelques leviers qui sont chiffrés aussi par des études, notamment au niveau de l'employabilité. Savoir utiliser les outils numériques au service de son insertion professionnelle réduirait donc de 25% la durée passée au chômage, d'après Pôle emploi. C'est aussi un gain de temps puisqu'on a jusqu'à 30 minutes économisées par démarche en utilisant les services publics en ligne, contrairement à faire la démarche sur papier, l'envoyer avec un recommandé, etc. Donc quand on sait le faire en ligne, ça peut faire gagner du temps. L'autonomie, vous l'avez cité, avec une réduction du sentiment de solitude grâce à des contacts plus fréquents entre proches. Ça peut aussi être un gain financier. On a sorti quelques bons plans financiers et économiques qui peuvent être faits grâce à l'utilisation du numérique avec les plateformes de revente entre particuliers, grâce à différentes plateformes collaboratives et aussi bon plan en ligne. Et puis, donc, des opportunités professionnelles, puisque beaucoup d'emplois vont être créés dans le futur proche pour les métiers du numérique. Je repasse sur le WooClap. Et donc là, si donc on a identifié les différents freins, on a aussi identifié les différents opportunités. Maintenant, quand on forme les publics, bah, il y a des phrases qui reviennent souvent, des freins voilà, qui sont encore assez présents. Et donc, peut-être juste un petit point un peu théorique sur l'assistance et la formation en fonction de l'accompagnement qu'on a avec la personne. Trois postures qui sont différentes en fonction des publics et des situations. Donc, vous les connaissez, mais moi, je les rebalaye rapidement. Mais il y a le faire pour, donc pour les personnes, faire à la place d'eux, en fait, être dans une situation d'assistance. Pour les personnes, voilà, premier niveau, qui sont vraiment exclues du numérique, qui ne peuvent pas du tout ou ne savent pas du tout utiliser l'ordinateur ou le smartphone. Et donc là, l'aidant numérique on va prendre les informations que lui donne l'apprenant et va faire à la place de. On verra quelques outils qui permettent aussi de se protéger juridiquement dans ces situations. On connaît Aidant Connect, mais pour les bénévoles, il n'y a pas forcément la possibilité d'Aidant Connect. Donc, on verra un outil de la CNIL avec un mandat pour ces démarches-là. Il y a la posture ensuite de faire avec. Donc là, on est une personne qui a peut-être un premier niveau d'autonomie ou en tout cas que vous allez pouvoir laisser faire devant l'ordinateur et être à côté pour un dernier coup de pouce pour apprendre et la laisser faire elle-même sur l'outil. Et puis ensuite, il y a le laisser faire pour les personnes qui sont proches de l'autonomie numérique, qui ont juste besoin donc effectivement d'être assurées ou d'avoir une démonstration pour pouvoir avancer. Et donc, une petite mise en pratique. Donc, je vous invite à retourner donc, sur le WooClap. Si vous avez des difficultés à aller sur le WooClap, vous pouvez répondre aussi dans le chat.
Mais donc, répondre en fait à quelqu'un qui dit je suis trop vieux, c'est pas pour moi le numérique. Voilà, je suis trop vieux. Donc, je vais relancer donc, le Google Clap. Voilà, donc la question s'affiche sur le Google Clap et donc que répondre à je suis trop vieux. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. L'information, c'est pour tout le monde. Alors, ça fuse, beaucoup de réponses. Est-ce que si je les mets comme ça, ce sera plus facile à lire? Alors, il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. euh, on n'est jamais trop vieux, ce n'est pas l'âge qui compte. Je suis plus vieux que vous. Ok, donc ça, c'est une réponse intéressante. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Super. Il faut aller à son rythme. Donc, vous allez aussi peut-être leur montrer des outils qui sont de plus en plus simples à apprendre et à utiliser. Vous allez montrer des avantages, que ça va permettre de garder le lien avec la famille. OK. Tout à fait. Vous avez cité la plupart des réactions possibles. Il n'y a pas d'âge pour se former. Donc effectivement, on peut, ça peut, enfin, les opportunités qui vont pouvoir leur servir, ils peuvent se former, continuer à se former dessus. Le numérique est un incontournable avec l'importance de l'autonomie, donc ça vous l'avez cité, et puis partir aussi de leurs envies, de leurs besoins et des avantages comme des opportunités pour communiquer avec ses petits-enfants, conserver le lien social, trouver des recettes de cuisine par exemple, ou mettre l'accent sur les usages récréatifs et loisirs. J'ai l'impression que ça avait été, ça avait été cité également. Deuxième question, que diriez-vous pour une personne qui dit j'ai peur de me tromper? Donc là, voilà, je reprends, vous avez mis partir de ses loisirs, tout à fait. Ouais. Et donc, question suivante, que répondre à j'ai peur de me tromper? C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. En effet, si on fait pas d'erreurs, euh, si on n'essaye pas, ben, on ne fait pas d'erreurs et on n'apprend pas. Donc se tromper fait partie de l'apprentissage en ce sens. On peut effectivement rassurer sur le fait que, on peut revenir en arrière, que ce n'est pas définitif. Voilà, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Si on ne se trompe pas, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre. Donc c'est super. La majorité du temps, si vous vous trompez, ça se rattrape et c'est comme ça qu'on apprend. Donc là, un mix effectivement de on peut revenir en arrière, on peut se tromper et en plus quand on se trompe, eh bien, et c'est comme ça qu'on apprend. Rien n'est figé, on peut toujours revenir en arrière. On a donc le droit à l'erreur aussi. Quand bien même on fait une démarche, on la valide, il y a aussi le droit à l'erreur. Il y a des dangers, c'est vrai qu'il y a des dangers et on va vous les montrer, on va vous les présenter et donc vous arriverez à, à naviguer en identifiant là où il ne faut pas se tromper et là où l'erreur est irréparable. Très bien, bah, beaucoup de réponses super, super intéressantes. Je regarde si j'en vois d'autres. On apprend à tout âge, donc là, on retrouve l'argument de l'âge. Super. Donc effectivement, les différentes réactions, d'abord, on peut tout à fait aussi se tromper sur papier. C'est pas, ça, c'est que ça soit sur le numérique ou sur le papier, c'est pareil de ce point de vue-là. Ensuite, effectivement, c'est la formation qui permettra de s'entraîner et de ne plus avoir peur. Et puis, on peut, suivant les différentes postures et l'avancement, on peut avoir la possibilité de faire soi-même avec un aidant qui va donner un coup de pouce ou qui va être là pour rassurer euh, la personne donc qui peut avoir peur.
Et donc, il y avait d'autres questions, mais le temps file un petit peu. Donc, on avait aussi les questions enfin, peuvent revenir sur le numérique, c'est dangereux. Je suis sûr que vous auriez eu plein de réactions possibles là-dessus. On n'a pas forcément le temps de les voir. Mais donc, effectivement, reconnaître l'existence des risques, c'est déjà une première phase de l'apprentissage. Savoir que c'est dangereux, c'est déjà admettre qu'effectivement il y a des dangers et commencer donc à se former dessus. Par exemple, vous pouvez utiliser la métaphore du permis de conduire, je suis sûr que vous l'utilisez déjà. Euh, et oui, effectivement, conduire, c'est dangereux, mais on passe justement son permis pour être apte à rouler. Euh, et enfin, la seule manière d'acquérir les repères et les réflexes, c'est donc de se former. On avait aussi la phrase je préfère le contact humain. Et bien là, le numérique peut être un gain de temps pour effectuer d'autres activités sociales. Il y a tout à fait une complémentarité contact humain numérique qui est possible. Et puis le numérique, ça peut aussi favoriser les rencontres sociales et donc favoriser le contact humain. Et donc petite synthèse en fait de ces différentes réticences des publics en précarité numérique et les différents moyens, leviers de motivation et phrases que vous pouvez mettre pour dire, en fait, enfin, dire au public pour les rassurer. Donc, on les a vus. Parfois, il y a une phrase qui revient aussi, c'est votre travail de faire mes démarches. Et donc, là aussi, euh, convaincre aussi que l'autonomie va apporter de la flexibilité, de la rapidité et que la personne gagne à se former sur le numérique. Voilà pour la première partie. Je voulais quand même vous présenter quelques ressources avant de passer au partage d'expériences plus complet avec Arthur. Mais donc déjà, peut-être dans le chat, est-ce que vous connaissez la plateforme Les Bons Clics? Donc là, vous pouvez répondre directement dans le chat par écrit. Donc je vois qu'il y a une majorité de oui. Super, bien évidemment, oui. Donc quelqu'un qui nous dit qu'il l'utilise en groupe ou à voir quotidiennement. Donc je vous la représenterai peut-être pas dans les détails, dans le détail, puisque j'ai l'impression que la majorité connaissent cette plateforme. Mais donc peut-être pour vous rebalayer globalement ce qu'il y a sur cette plateforme, on a donc des contenus du type média, en fait, avec des articles, des guides et des parcours pour s'informer sur une diversité de thématiques de l'inclusion numérique. Donc, on va avoir l'inclusion financière, l'inclusion, la santé, l'insertion professionnelle et d'autres thématiques sur le sujet. Vous allez avoir en fait de quoi accompagner et former des publics en fragilité numérique. Donc, d'abord, il y a un diagnostic sur les bons clics qui permet de, même si les dents numériques voient très rapidement d'un coup d'œil, en faisant quelques manipulations sur l'ordinateur, si l'apprenant est, enfin, quel est le niveau de l'apprenant. On a un diagnostic sur la plateforme Les Bons Clics qui permet d'objectiver aussi le niveau numérique de l'apprenant et ensuite de classer aussi en fonction de débutants, avancés ou intermédiaires les différentes ressources qu'il pourra consulter. On propose des kits d'ateliers et des parcours. Donc, c'est un kit clé en main qui vous permet de préparer votre session de formation sur le sujet qui est celui qui est choisi pour la session en question, avec une trame pédagogique, un support à projeter, un support interactif aussi que vous pouvez proposer soit sur l'écran, donc sur l'ordinateur ou la tablette, selon ce que vous avez comme matériel à disposition pendant le cours, soit à projeter sur l'écran pour toute la classe en particulier. Je me permets de couper le micro. Alors, au début, les bons clics a été pensé pour les aidants, pour outiller les aidants numériques, mais sachez qu'il y a aussi l'espace apprenant. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Est-ce que vous utilisez l'espace apprenant? Je vous invite à répondre dans le chat.
Voilà, donc ça répond à France aime ton clic. Un apprenant peut-il utiliser les bons clics sans avoir à passer par un aidant? Alors ça dépend, je dis des réponses à deux niveaux, mais ça dépend du niveau d'autonomie de l'apprenant. Si vraiment l'apprenant est complètement exclu du numérique, il ne pourra pas utiliser l'espace apprenant tout seul. Mais il est possible, donc il y a plusieurs moyens d'utiliser. Donc l'espace apprenant, déjà, il est plus simple d'utilisation que l'espace aidant. Ça va directement, chaque exercice va directement sur la trame, enfin sur l'exercice interactif. Il n'y a pas tous les contenus qui peuvent être sur l'espace aidant. Je vais vous le montrer dans un instant. Et plusieurs choses, l'apprenant peut soit s'inscrire tout seul, en fait, quand on se connecte sur les bons clics, vous êtes aidant ou vous voulez vous former sur le numérique, donc on clique là-dessus, soit il a la possibilité aussi, première chose en tant qu'aidant, de créer le compte pour votre apprenant, de lui générer en fait un mot de passe temporaire. Et ensuite, une fois qu'il se sera connecté, il pourra changer son mot de passe pour des raisons aussi de confidentialité. Le mot de passe après n'est plus à disposition. Euh, tac, tac, tac. Et enfin, on propose aussi donc des ressources qui viennent de d'autres structures, des ressources dites tierces. Et puis, les bons clics, c'est aussi une communauté d'aidants dont vous faites partie, avec des propositions de classes virtuelles et de webinaires comme ce webinaire d'aujourd'hui qui permet d'échanger, de partager des bonnes pratiques, comme aujourd'hui autour de la posture de l'aidant, de favoriser l'interconnaissance des acteurs de l'inclusion numérique sur le territoire. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a une cartographie et donc également un forum. Et j'ouvre rapidement la plateforme Les Bons Clics, donc là avec la cartographie. Et puis, je me connecte et je vous montre aussi juste la ressource, comment accompagner les bons clics avec les bons clics. Voilà, donc là, vous avez un tutoriel donc, pour l'utilisation des bons clics et notamment une partie qu'on a rajoutée avec proposer l'auto-formation. Peut-être entre les cours, entre les sessions en présentiel, il y a la possibilité peut-être d'essayer d'amener certains publics vers un premier niveau d'autonomie pour se former, si toutefois ils ont le matériel et le temps de disponibilité pour cela. Voilà donc pour les bons clics. Euh, En préparation de ce webinaire, on a eu quelques questions et notamment une question autour de la confidentialité de la relation aidant-apprenant et une question autour de Aidant Connect et puis en tant que bénévole sur ce sujet-là. Alors, il y a Daniel qui donne des coups de marteau, donc je me suis permis de couper le micro. Et donc, je vous ai mis en fait vous ai mis dans cette présentation un modèle Word de mandat pour l'utilisation de données. Donc, c'est fourni par la CNIL qui permet donc un apprenant va déléguer en fait la réalisation d'une démarche. Si vous sentez le besoin d'utiliser en fait un outil pour vous protéger, donc, ils ont fait un exemple de mandat pour l'utilisation de données à caractère personnel. Je fais à la place de. Et donc, c'est un document Word dans lequel vous allez retrouver en fait le fait que je m'engage à ne pas conserver les données personnelles de Madame ou Monsieur Untel. Je suis en train de l'accompagner sur la création d'une adresse de messagerie. Voilà, et ensuite j'ai sous-signé Madame Intel autorise l'aidant à faire à ma place la démarche. Voilà. Donc, ensuite, à droite, vous avez un kit d'information plus global par la CNIL pour les professionnels du secteur social, comment mieux protéger les données de ces usagers dans le cadre des démarches en ligne, parce que c'est un vrai sujet quand on accompagne les publics effectivement sur les notions de RGPD. Et enfin, si vous voulez en savoir plus sur Aidant Connect, donc il y a un replay de webinaire qui vous permet donc d'en savoir plus et d'avoir toutes les réponses à vos questions sur la thématique des dents Connect.
Voilà, donc on a un petit peu d'avance, mais je pense que c'est important, surtout si vous avez des questions en fait à poser à Arthur. Mais donc Arthur, donc est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire un petit peu où tu travailles, quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à être conseiller numérique France Service? Merci Jean-Alexis. Alors, donc moi, donc Arthur Vexlar, donc avant d'être conseiller numérique à Mirecourt dans les Vosges, moi j'ai commencé en fait, j'ai été conseiller numérique avant avant le dispositif. Quand j'ai fini ma formation initiale qui était initialement de la communication, j'ai trouvé un petit boulot d'animateur multimédia pour une petite commune, c'était un petit boulot à mi-temps. Et ça m'a posé déjà les premiers jalons en fait de la médiation numérique. Et puis bah, le destin a fait que bah, je suis revenu à mes premiers amours sur un temps plein à la communication, Mhm. notamment sur un poste de community manager que j'ai occupé bah, grosso modo pendant la période du confinement, sur l'année et demie à cheval sur le confinement. Et j'ai vu beaucoup de choses. Alors, c'est un poste pour lequel, enfin, j'ai pas matché sur ce poste-là pour d'autres raisons, mais je me suis rendu compte d'une chose qui m'a fait beaucoup de peine, c'est que je voyais, notamment sur Facebook, des propos qui étaient complètement stupides, en fait, enfin, que moi j'estimais complètement stupides. Notamment, ça m'arrivait de publier quelque chose en disant, bah, désolé, désolé, il y a eu une panne Facebook, on n'a pas pu répondre à vos sollicitations aussi vite qu'on l'aurait voulu. Et dans les réponses, on avait ah bah super, comme ça on ne sera pas indemnisé. Alors ça n'a rien à voir, hein, c'est Facebook qui est en panne, vous ne payez pas Facebook, enfin à l'époque. Donc je me suis dit, il faut expliquer à ces personnes-là, ces personnes ont besoin qu'on leur explique. Parce que le moindre couac numérique, pour certaines personnes, ils, ils ont du mal à comprendre en fait où commence et où s'arrête l'outil numérique. Et D'accord. donc, suite à cette activité-là, j'ai découvert le dispositif conseiller numérique plus ou moins à sa naissance. Et donc, la suite, un premier poste dans un réseau d'associations qui s'appelle Famille Rurale. Et puis, bah, là, depuis un an, ici, à la Comcom de Mirecourt-Dompère. Très bien, donc là j'ai une petite faute sur le... C'est pas Désolé. grave. C'était le... C'est Excuse-moi. c'est du pont avec un D, pas avec un T. C'est pas grave. Donc oui, Arthur, Ah oui, et puis c'est pas Remiremont, c'est Mirecourt. oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler justement de la structure dans laquelle tu travailles actuellement? Oui, donc moi je suis dans une maison France Service et, euh, et j'y trouve un intérêt puisque justement ça reprend ce qu'on disait au début entre le faire pour, le faire avec ou le laisser faire. Euh, le fait d'être dans une maison France Service, ça m'exclut entre guillemets les profils faire pour. Puisque ça, bah, ça va souvent être les agents, ça va souvent être les agents France Service qui vont faire pour. Moi, derrière, je vais essayer de les ferrer, de leur dire, bah, écoutez, la prochaine fois, si vous voulez, on peut essayer de le faire ensemble, essayer de le faire vous-même. Ça prend pas. On retombe sur certains poncifs qu'on a vus tout à l'heure, du genre, bah, c'est à vous de faire à ma place, quoi. Hmm. Et tu leur dis C'est... quoi, toi, quand ils te disent c'est à vous de faire à ma place? Je ris beaucoup. Je ris beaucoup parce que je leur explique que nous, on est surtout là pour les aider. Notre rôle, c'est pas de faire à leur place, notre rôle, c'est de les aider. Et surtout dans la collectivité dans laquelle je suis, où on a des profils qui sont... on a beaucoup de profils qui sont comme ça en précarité sociale. Et donc forcément, des sollicitations pour la CAF, pour la Sécu, des choses comme ça, on en a quotidiennement et des fois sur des profils un peu complexes. Et de leur dire non, non, notre rôle, c'est pas de faire à votre place. On le fait parce que vous en avez besoin, mais notre rôle, enfin, le rôle de France Service, c'est de vous aider à le faire.
France Service le fait à votre place parce que bah, il y a 15 personnes derrière vous qui attendent et que bah, j'ai des collègues qui sont dépités de ça, mais qui disent bah, on se retrouve bien souvent à faire de l'abattage, quoi. On fait de l'abattage parce que il y a trop de personnes qui attendent derrière, elles sont que deux, voire moins sur certaines périodes. Donc c'est compliqué c'est compliqué pour elles de leur montrer. Ça prendrait 2 à 3 fois plus de temps. Et puis certains n'ont juste pas envie. Mhm. Et Et moi, je viens chercher les personnes qui sont un peu plus volontaires, dont on détecte un petit peu plus de curiosité. Et là, moi, je vais aller ferrer ces personnes-là. d'accord. Et donc concrètement, est-ce que tu pourrais nous raconter deux ou trois accompagnements que tu as réalisés et la manière dont tu abordes en fait le numérique avec ces personnes-là, la posture que tu abordes? Oui, alors, bon, déjà, petit cas, petit disclaimer avant-propos, c'est que moi, j'ai un style qui m'est personnel, on va dire. Ça n'a pas valeur de réalité. Moi, j'ai la réputation dans mes accompagnements d'être assez sarcastique. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, comment vous réagissez quand on vous dit que c'est à vous de faire? Ah, moi, je rigole. Je suis très porté sur sur le sarcasme. Alors, on essaye de le doser comme il faut. Évidemment, le but n'est pas surtout pas de braquer l'usager, mais là-dessus, chacun va avoir son style. Euh, Moi, ma stratégie, c'est avant même de commencer l'accompagnement, quand il y a cette première rencontre avec l'usager, qui ne sait pas forcément encore qu'il va avoir affaire à moi, comment j'essaye de le convaincre de venir, c'est bah, déjà de leur dire, bah, écoutez, vous avez avoué que vous aviez tel et tel problème. Ok, ok. Ce problème, on va le prendre à bras le corps. L'idée, c'est surtout pas. Enfin, moi, ma stratégie, c'est pas de leur dire non, mais vous n'êtes pas nul. C'est au contraire de leur dire ouais, ok. Vous- Quand ils me disent ah bah oui, mais moi je suis nul. Ok. Et moi, je suis là pour que vous le soyez moins. Donc voilà, d'entrée de jeu, moi je suis parti du principe de pas les contredire. Et de toute façon, parce que ce serait un mensonge. Alors, on va pas dire qu'ils sont nuls, mais c'est une façon, c'est leur mot à eux de dire bah, je débute. Donc déjà, dès le début, on va dire oui, vous débutez, bien sûr que vous débutez. Et on va en tenir compte, on va s'adapter à ça. Et ensuite, dans le fil rouge, enfin, dans le déroulé classique d'un atelier, ça va être, dans un premier temps, de leur expliquer comment ça marche, quitte à le faire moi-même une première fois, pour être sûr que je ne vais pas leur dire de bêtises, puisque surtout quand ils viennent avec leur propre machine, il va me falloir moi-même un petit temps d'adaptation. Donc, bien m'assurer que ce que je vais leur faire faire moi-même, je suis capable de l'évaluer, de leur montrer l'avant, l'après. Hein, par exemple, là, j'ai eu quelqu'un tout à l'heure pour du traitement de texte, leur montrer, bon, bah, voilà le résultat que vous devez obtenir. Je leur donne toutes les clés pour atteindre cet objectif-là. Le profil que j'ai tout à l'heure, par exemple, c'est quelqu'un qui est très modérément autonome, mais qui a de gros soucis d'assimilation des informations, quelques petits soucis De mémoire? cognitifs, voilà, de mémoire, de cognitif, de rapport aux gens, etc. Donc là, c'est quelqu'un avec qui je vais y aller vraiment doucement, doucement, et lui dire, bon, bah, voilà, je vous ai donné des petites fiches, relisez vos petites fiches, je vous laisse faire, je touche pas. Et c'est là qu'on va tomber sur le oui, mais j'ai peur de faire une bêtise. Et là encore, je vais pas essayer de minimiser le risque d'erreur. Je vais leur dire oui, je veux que vous en fassiez. Faites un maximum d'erreurs. Faites pas de bêtises, Mhm. faites un maximum d'erreurs. Parce que plus vous allez faire d'erreurs, plus ça va me donner de clés pour les corriger. Les erreurs, faites-les devant moi. Comme ça, je pourrais vous orienter. Encore une fois, moi, mon but, c'est pas de minimiser le problème. Ils savent qu'ils ont des difficultés. C'est pas la peine d'essayer de noyer le poisson. Enfin, encore une fois, moi, c'est ma façon de l'associer.
d'assimiler. Euh, des fois, on me dit, mais je vais vous faire perdre mon temps. Bah non, c'est pour ça qu'on me paye en fait. Donc non, vous n'allez pas me faire perdre mon temps. Si ce que je fais vous plaît pas, vous allez éventuellement perdre le vôtre si ça ne matche pas. Mais non, moi je suis là pour ça. C'est pour ça qu'on m'embauche. Euh, Mhm. mais D'accord. j'existe pour ça en fait. Et lors de la préparation de ce temps, on avait un petit peu échangé sur la différence entre la posture d'accompagnement numérique et d'accompagnement social. Pour toi, il y a une très nette distinction. Pourtant, pour d'autres, l'accompagnement social, on fait du numérique. Où s'arrête en fait, voilà, où s'arrête, où est la frontière en fait? Alors, le problème, c'est que bien souvent, ce sont deux problèmes qui se télescopent. En tout cas, par rapport au public que je reçois, on est souvent dans la situation où ce sont deux problèmes qui se télescopent. Je reçois régulièrement des demandeurs d'emploi qui sont dans une grande précarité sociale parce que bah, ils sont un peu reclus chez eux quand ils ont un chez eux. Ils sont en précarité financière et ils sont en précarité numérique. Donc, on peut avoir ces trois facteurs-là qui se télescopent. Et, euh, et dans ce cas-là, bien souvent, je vais miser sur l'appui d'autres structures, généralement de France Service ou du CCAS avec qui on partage les locaux, ou d'autres structures. On a beaucoup de partenaires dans cette maison France Service. On a toute la documentation qu'il faut. Quelqu'un qui va être en précarité financière, on va leur donner les coordonnées de l'association Crésus qui est là pour les aider à gérer leur budget. Si ce sont des moins de 25 ans, on va leur donner les coordonnées de la mission locale pour qu'ils puissent être autonomes sur tout le reste au-delà du numérique. Mhm. Quand il y a ce genre de soucis, on va aussi rerouter. Euh, Moi, c'est pareil. Alors, des fois, j'essaye de ne pas être trop froid là-dessus, évidemment, mais j'essaye de garder un certain détachement aussi par rapport à ces précarités sociales, parce que sinon, on se retrouve en fait à... on se retrouve avec l'étiquette de psychologue plus que d'aidant numérique. Et c'était là encore le cas de la personne de ce matin qui est en grande précarité sociale et qui m'a dit, qui m'a dit très clairement, vous êtes la seule personne que je vois de la semaine. Mhm. Alors j'ai gardé de la distance là-dessus. Coup de chance, j'aurais dit, bah, ça tombe bien, c'est le CCAS qui me l'avait recommandé. Il dit, bah, attendez, ça tombe bien, on va aller voir le CCAS en repartant, comme ça vous verrez pas que moi. J'essaye de garder cette distance-là parce que à partir du moment où l'affect entre en jeu, euh, alors c'est bien, mais moi j'ai l'impression de sortir un peu de la mission. Je prends en compte ces difficultés-là, mais si je me lie trop, si le lien émotionnel est trop fort, surtout avec cette personne-là, elle viendra plus me voir parce qu'elle a besoin d'aide numérique. Et Mhm. alors, ça peut être du coup préjudiciable pour d'autres personnes qui auraient besoin de moi, mais surtout, je risque de me retrouver à dire des choses qui sont pas de ma compétence. Mhm. Là, on arrive sur des choses où là, c'est moi qui vais faire une bêtise, à leur dire des choses, je les connais pas personnellement. J'ai failli faire une bourde la dernière fois en lui disant, bah, et votre conjoint, il peut pas vous avez de la famille? Non, c'était pas le conjoint. Je leur dis, vous avez de la famille? On parlait de l'approche des fêtes. Elle me dit, bah, j'ai avec mon frère, mais il est mort. Oups. Mhm. Donc voilà, typiquement, c'est ce genre de distance que j'essaie de garder. Oui, c'est très clair. C'est très clair. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Arthur? Surtout, n'hésitez pas. Ou toi, Arthur, si tu veux compléter par une autre expérience d'accompagnement. Euh, Moi, enfin alors, d'expérience particulière, pas forcément. Moi, c'est plus des méthodologies que j'ai mises en place. J'ai cette réputation-là aussi d'être quelqu'un qui image beaucoup mon propos. J'essaye de faire beaucoup d'analogies avec la vie non numérique. Moi, je reçois beaucoup de seniors qui vont être très attachés à leurs habitudes, hein. Encore une fois, quand j'arrive à faire aimer le numérique à un senior, je me dis que c'est un bon point.
mais de leur dire, le numérique, en fait, on va faire l'analogie avec quelque chose que vous avez dans la vraie vie, avec des éléments concrets. J'aime bien faire l'analogie que Internet est une bibliothèque et que le moteur de recherche, c'est le bibliothécaire. Mhm. Voilà, et que le site, c'est un livre. Donc, je leur fais des analogies pour qu'ils puissent essayer de mieux comprendre. Parce qu'effectivement, si on leur parle de site internet, d'adresse mail, de choses comme ça, là, comme ça, pour eux, c'est un vocabulaire qu'ils ne maîtrisent déjà pas. Donc, on va essayer de transposer ça à des choses qu'ils connaissent. Une adresse mail, bah, c'est votre boîte aux lettres, ni plus Mhm. ni moins. Et votre mot de passe, bah, c'est la clé. Donc ça, c'est effectivement une bonne pratique. Mm. Le vocabulaire peut Mm. être complexe, donc ça vient démystifier aussi le Mm. numérique. Je C'est vois qu'il y ça. a Monsieur Moreau qui a levé la main. Je vous invite à prendre la parole si vous le souhaitez. Oui, merci. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Très bien. Euh, alors moi, enfin, merci d'abord pour le webinaire et vos interventions. C'est très pertinent et intéressant. Moi, le problème que je rencontre beaucoup, c'est que nous-mêmes, en fait, en tant qu'aidants, donc je travaille au CCAS du Pré-Saint-Gervais. Donc, Mhm. je reçois les gens autant pour des aides sociales que j'ai été aussi recruté avec une référence numérique. Donc, je suis référent numérique au CCAS parce qu'on n'a pas de France Service au Pré-Saint-Gervais. Donc, on a un peu la double casquette. Donc, je reçois tant pour faire des aides sociales que pour un accompagnement au numérique qui peut être assez large, qui va de l'ouverture au droit jusqu'au loisir pratiquement. Donc, mon poste est encore à créer, etc. Mais ce dont je me rends compte souvent, c'est que nous-mêmes, on est confrontés à des limites par rapport au numérique, notamment par rapport aux institutions, que sont la CAF, la sécurité sociale, etc. Et qu'on est souvent confronté, et ben voilà, en fait, à devoir les appeler, surtout quand on nous demande des codes de confirmation, que le mail n'est pas forcément le bon, que c'est le portable de la nièce qui a été mis sur le compte Amélie, parce que voilà, enfin, que des choses comme ça. Et en fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est que ben, plein de postes ont été supprimés dans les institutions par rapport au numérique, et c'est normal parce que je pense pour la plupart des gens, ça marche, donc voilà, il y a besoin de moins de monde, mais pour les gens qui sont toujours en difficulté par rapport à ça, et notamment pour les aidants, on n'a pas forcément, ou alors peut-être je ne suis pas assez bien renseigné, on l'a pas ici, mais on n'a pas forcément de ligne directe avec ces institutions-là pour régler le problème rapidement. Et donc, en fait, si on n'arrive pas à régler le problème rapidement, l'usager voit que nous-mêmes, on est en difficulté par rapport au numérique et par rapport à ça. Et du coup, enfin, la sauce monte un peu. Et en fait, j'ai l'impression qu'on les angoisse et il y a encore plus d'anxiété qui est nourrie par ce fait que nous-mêmes, on soit en difficulté. Et en fait, bah, on attend comme tout le monde qu'on n'ait pas les réponses, quoi. Donc voilà, c'est un D'accord, peu très sur ça clair. que... C'est souvent le problème qu'on rencontre aussi à France Service. Euh, Notre CCAS à Mirecourt rencontre à peu près les mêmes problèmes. L'avantage qu'elle a, c'est que France Service a un peu plus de lignes partenaires. Elle a notamment une ligne partenaire avec la Sécu, je crois. Mais bah, par exemple, la Sécu ne vient plus dans nos locaux. Donc ça, c'est un gros, gros, gros souci. Donc, on se retrouve des fois, nous aussi, effectivement, à les orienter, à dire, bon, si c'est un problème de dossier basique, France Service va pouvoir prendre le relais. Mais si ce sont des problèmes plus complexes, il va falloir, France Service va rediriger directement en disant, bah, faut les appeler, faut prendre rendez-vous. La prise de rendez-vous se faisant souvent via Internet, euh, on se retrouve des fois d'un problème de dossier un petit peu compliqué à devoir leur créer un compte Amélie ou un compte CAF pour leur permettre de prendre rendez-vous. Je force le trait, mais on se retrouve des fois dans des situations où la personne aurait juste eu besoin d'un interlocuteur tout de suite et où elle va rester une demi-heure le temps de lui créer un compte, de lui expliquer pourquoi elle a besoin d'un compte et qu'il faudra aller y jeter un œil de temps en temps. On se retrouve des fois dans ces situations-là. Ok, très clair. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? C'est un moment d'échange. Donc, profitez-en. Sinon, je vous repartagerai des petites ressources, les bons clics.
Il y avait eu une question un peu concrète en fait aussi lors de la préparation du webinaire. C'était quel matériel en fait on utilise pour former les publics. Est-ce que les publics viennent avec leurs propres outils? Est-ce que on met à disposition des outils? Comment ça se passe, Arthur? Alors, dans mon cas, j'ai fait les deux. J'ai réussi avec le service informatique à récupérer quelques ordinateurs remis à zéro. Donc, j'ai une petite salle dans laquelle j'ai des postes en accès, en accès libre. Et selon les besoins de la personne, je vais leur dire, s'ils ont un ordinateur portable, je vais leur dire, bah, venez avec. Autant que vous appreniez sur votre machine, puisque bah, quand vous allez rentrer chez vous, vous aurez déjà les bons réflexes. Pour les personnes qui ont un ordinateur fixe, là, je vais leur dire, bah, ne venez pas avec l'ordinateur fixe et l'écran dans votre sac à dos. On va faire ça, on va faire ça nous-mêmes. Et éventuellement, si on utilise des outils comme LibreOffice ou des choses comme ça, je vais leur montrer aussi comment est-ce qu'on installe cet outil-là. Et pour ce qui est des téléphones ou des tablettes, bah là, ce sera là aussi, venez avec. Ça demande des fois un petit peu une petite prise en main parce que bah, les téléphones, même s'ils se ressemblent, ils ont tous des différences. Ils ont été paramétrés bien souvent par un proche, donc il y a des choses qu'on cherche. Des fois, on se dit, attends, où est-ce que il est passé où ce dossier-là? On en a qui se retrouvent limite à réussir à supprimer la corbeille. Donc, on prend un petit temps. Là encore, bien souvent, je prends le téléphone, je regarde, bon, ok, il faudrait qu'il passe par là, par là, par là. Et une fois que moi j'ai trouvé le cheminement, je vais lui remontrer en essayant au passage bah, de lui amener une certaine logique en disant, bon, bah, à votre avis, plus avant de leur montrer, c'est à votre avis, où est-ce que j'irai? Leur dire, bon, bah voilà, et bah, j'irai là. Pourquoi? Là, c'est une démarche qui est des fois un peu scolaire, mais de leur dire, mais justifiez votre réponse. Pourquoi est-ce que vous appuyez là? Pourquoi est-ce que vous cliquez là? Mhm. Ok. Mais sinon, effectivement, j'ai la possibilité de faire soit avec les machines sur place, soit avec les leurs. Mhm. Alors, on a Pierre qui a levé la main. Je vous en prie, allez-y, si vous avez une question. Oui, je n'ai pas une question, c'est que les soucis qu'on rencontre donc souvent, c'est parce que, bon, quand on est dans les fonds de service, donc quand les gens viennent nous rencontrer, comme disait Arthur, donc des fois, au niveau des administrations, des fois, bon, par exemple, comme il a parlé de la CAF, il a parlé de la Sécu, les gens ont des problèmes avec ça, mais des fois, on n'a pas d'interlocuteur à la CAF, on n'a pas d'interlocuteur, par exemple, au niveau de ça. Et donc, ça devient presque encore pour du combattant parce que, bon, il faut prendre, comme il a dit, un rendez-vous, tout ça. Parfois, ils sont reçus un mois après, tout ça. Donc, moi, je pense qu'il faudrait constituer un petit réseau, bon, des gens on pourrait contacter, qui pourraient, mais s'ils ne le fassent pas dans la journée, mais 2 jours, 3 jours après, par exemple, pour la journée de la CAF, par exemple, on pourrait contacter pour dire, bon, j'ai telle personne là chez vous qui a tel souci sur son dossier. Bon, qu'elle pourrait regarder après pour pouvoir, parce que bon, des fois, ça traîne énormément et les gens se découragent et tout ça. Bon, ça fait de la peine tout ça, ça touche. Voilà. Voilà, bah, merci pour ce partage d'expérience. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce qui a été dit? Donc, je vois que dans le chat, on a des personnes qui rebondissent sur l'utilisation du téléphone portable. Effectivement, trop de modes d'emploi différents, accès à des données très privées et risque de se voir reprocher d'avoir modifié des choses. C'est ça. Alors bon, ça m'arrive des fois. Alors bien souvent, ils me le donnent d'eux-mêmes. Ou alors, je vais demander, est-ce que je peux me permettre, je ne vais pas leur prendre des mains. Et on fait tout, je fais tout devant eux quand c'est le cas. Autant que possible, j'évite. Mais des fois, ils sont complètement démunis. Encore une fois, bien souvent, des personnes âgées, ah bah, on m'a donné ça, mais bah, je sais pas. Bon, bah écoutez, on va regarder. Je fais attention à ce que j'ouvre, évidemment, mais bien souvent, c'est même pas de leur plein gré, c'est à leur demande directement. Si on devait aller jusqu'au bout des choses, il faudrait effectivement utiliser un formulaire, un mandat, un mandat comme ce qui avait été présenté tout à l'heure. Mais bien souvent,
Ça m'est déjà arrivé de ils hésitent un peu à nous tendre le téléphone. Je leur dis, Mhm. est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas que j'ouvre? Est-ce que je peux me permettre d'ouvrir ça, d'appuyer là? Mhm. Est-ce que vous voulez le reprendre? Parce que je sais que bah, quand on va ouvrir un navigateur Internet, on peut tomber sur des favoris des fois un peu particuliers. J'ai déjà eu le cas où la personne avait son téléphone en main, m'ouvre son navigateur de lui-même. Ouais, bon, l'historique, j'aurais pu m'en passer, quoi, vu les sites consultés. Mhm. Mais là, c'était la personne qui l'avait fait d'elle-même. Euh, Quand c'est des mails, quand c'est des messages, quand c'est WhatsApp, quand il y a des communications, je vais leur dire, bon, écoutez, est-ce que je peux ouvrir? Est-ce que je vous le repasse? On essaye de doser comme ça. Très clair, merci Arthur. Et est-ce que tu accompagnes sur des sujets d'inclusion bancaire? Alors, c'est un petit peu plus délicat. J'essaye, je... Pour tout ce qui est achat sur Internet, oui, ça, je vais pouvoir gérer. Après, sur ce qui est de l'inclusion bancaire, bien souvent, j'ai rarement besoin, je suis rarement confronté à ça. Les personnes n'ont pas leur application bancaire sur le téléphone. Au-delà de l'achat, au-delà du paiement en ligne, je ne vais pas avoir ce genre de profil. Mais sinon, quand j'ai des questions un petit peu plus complexes comme ça, je vais les encourager soit à revenir me voir s'ils veulent installer l'application de leur banque, ou alors de s'adresser directement à leur conseiller bancaire Hmm. qui aura de meilleurs mots que moi pour les orienter. Et surtout que bah, c'est la question, ah bah il y a mon argent aussi dessus. Bon, moi, j'essaie de rassurer sur le fait que c'est pas parce que vous installez l'application bancaire qu'on va siphonner votre compte. Mhm. Moi, c'est surtout là-dessus que je vais essayer de rassurer. Mais sur l'outil, sur l'outil en lui-même, les peu de fois où ça arrive, je vais plutôt rerouter vers leur banque. On a l'avantage, on a la chance d'être une petite commune là-dessus, donc ils peuvent, les administrations, les banques, les assurances qui sont dans le coin peuvent prendre généralement un peu le temps. Super. Et oui, malheureusement, les conseillers bancaires n'accompagnent pas. Alors, j'imagine que ça dépend des conseillers, des villes, etc. Ce que je disais, voilà, la chance que j'ai, c'est que les banques qui sont autour de moi, on est une petite ville de d'une poignée de milliers d'habitants. Donc, en règle générale, ils arrivent à trouver le temps, surtout qui, bien souvent, ce sont des personnes âgées qui sont en précarité sociale, etc. Là, dans ces cas-là, la plupart du temps, ils reviennent me voir en disant, c'est bon, ma conseillère m'a aidé. Bah, merci, on arrive à la fin de ce webinaire avec merci pour ce retour d'expérience, Arthur. Euh, Merci de me l'avoir proposé. Je vous envoie un questionnaire, donc c'est important pour améliorer la démarche du webinaire que vous preniez 2 minutes pour répondre à ce questionnaire. Je vous l'envoie dans le chat. Voilà, donc un petit formulaire en fait de satisfaction hein, anonyme sur les webinaires en général que l'on propose. Donc aujourd'hui, on a vu plein de choses intéressantes sur la posture de l'aidant, comment vous réagiriez face à des phrases de public qui ont des différents freins, quelques ressources pédagogiques et puis un retour d'expérience du terrain, de l'accompagnement des publics en direct. Donc encore merci. Arthur, donc de la Maison France Service de mi-recours, C'est ça. et Dexlar avec un D. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre au formulaire. Voilà, ça nous aidera beaucoup et à très bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Et Au puis, revoir, Guy. Jean-Alexis, au plaisir. Si vous avez de nouveaux besoins de mes services,